la grande maison coloniale du comté de Fairfield se dressait comme un monument au succès et à la stabilité. Au numéro 42, Gabrielle Lynch avait cultivé une image méticuleuse, consultant en sécurité respecté, mari dévoué, pilier de la communauté. Ses yeux bleus perçants étaient sa caractéristique la plus notable, à la fois invitant et impénétrable. Peu de gens savaient que, derrière les pelouses bien entretenues de cette banlieue du Connecticut, Gabrielle portait de nombreux visages. Son cabinet de conseil servait de couverture parfaite pour son véritable travail, gestionnaire d'une division d'élite d'agents de renseignement. Depuis 15 ans, il menait cette double vie tout en construisant un mariage apparemment parfait avec Audrey. « Gab, peux-tu venir m'aider avec ces courses ?» appela Audrey depuis la cuisine, sa voix portant cette légère intonation du Sud qui avait d'abord attiré son attention lors d'une collecte de fonds il y a 7 ans. Gabrielle traversa les planchers de bois franc poli, observant sa femme déballer les courses. Audrey Lynch, avec ses cheveux blond miel et son sourire facile, avait été la partenaire idéale, sophistiquée, intelligente et capable de naviguer avec grâce dans leurs cercles sociaux. À 38 ans, elle conservait le maintien qui lui avait bien servi dans sa carrière précédente en tant que cadre en relations publiques, avant d'ouvrir sa propre agence boutique. « Les West nous ont invités à dîner samedi », dit-elle négligemment. Timothy vient de rentrer de son voyage d'affaires à Bruxelles. Gabrielle acquiesça, vérifiant mentalement la date par rapport à son emploi du temps opérationnel. « Ça me va », répondit-il, notant comment les yeux d'Audrey ne rencontraient pas tout à fait les siens. C'était un signe subtil qu'il avait remarqué plus fréquemment au cours des 3 derniers mois. Plus tard cette nuit-là, le téléphone sécurisé de Gabrielle vibra. Le message de son directeur d'agence était concis. Violation de confinement TUR. Réseau fantôme. Rendez-vous 6 heures. Il jeta un coup d'œil à Audrey, dormant ou faisant semblant de dormir à côté de lui. Le réseau fantôme était son opération la plus sensible, un réseau d'informateurs en couverture profonde s'étendant sur 3 continents. Une violation signifiait que quelqu'un avait compromis leur système de communication. À l'aube, Gabrielle se rendit dans un immeuble de bureaux non marqué à New Haven. À l'intérieur, Brady Wilson, son superviseur, l'attendait avec Fiona Keller, la spécialiste du contre-espionnage de l'agence. Sa présence confirmait ses craintes, il soupçonnait une fuite interne. 3 agents exposés le mois dernier, dit Brady en faisant glisser des photos sur la table, Prague, Ankara et, la nuit dernière, Buenos Aires. Gabriel étudia les images des visages des agents décédés qu'il connaissait bien, des personnes qu'il avait personnellement recrutées et formées. La violation n'est pas technique, déclara Fiona d'un ton plat. Quelqu'un ayant l'accréditation transmet des informations directement à un agent étranger. Nous avons réduit les possibilités à 5. Le sang de Gabriel se glaça lorsque le dossier d'Audrey apparut à l'écran. Le cabinet de votre femme a pris un nouveau client il y a 3 mois, expliqua Fiona. Une société holding suisse, très privée. Ils ont canalisé des paiements inhabituels à travers son entreprise. Pour quiconque d'autre, la révélation aurait été dévastatrice. Pour Gabriel, cela confirmait simplement des soupçons qui s'étaient formés dans les recoins de son esprit. Son mariage, comme beaucoup de ses relations, avait été construit avec précision. Audrey avait été examinée, son passé scruté avant même qu'il ne l'invite à dîner. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à le tromper. « Nous avons besoin que vous procédiez normalement », ordonna Brady. « Surveillez, mais ne confrontez pas. Nous suivons ces connexions. » Gabriel acquiesça, son visage ne trahissant rien du calcul froid qui se formait déjà dans son esprit. Dans son monde, la trahison n'était pas accueillie avec des papiers de divorce, elle recevait une réponse bien plus permanente. Ce soir-là, Gabriel embrassa Audrey sur la joue alors qu'elle se préparait pour un dîner avec un client. Il la regarda vérifier une dernière fois son apparence, appliquant son parfum signature, la même senteur qui avait persisté dans sa voiture après que quelqu'un eût accédé à sa mallette verrouillée le mois dernier. « Ne m'attends pas », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait plus ses yeux. « Je ne le ferai pas », répondit Gabriel, planifiant déjà comment il démantellerait son monde, pièce par pièce, avec soin. Chapitre 2, Ombre. L'air vicié de la salle de surveillance s'accrochait à la chemise de Gabriel alors qu'il regardait le flux de la caméra à l'extérieur de Mayfield, un restaurant haut de gamme du centre-ville de Hartford.
Audrey arriva à 19h30, élégante dans une robe noire qu'il lui avait offerte pour son dernier anniversaire. Elle fut accueillie non pas par des clients, mais par Roman Caldwell, un cadre pharmaceutique britannique qui était apparu en périphérie de leur vie il y a 3 mois. « Eh bien, c'est intéressant », murmura Fiona, assise à côté de lui. Roman Caldwell a des accréditations diplomatiques, mais aucune fonction diplomatique réelle. La mâchoire de Gabriel se resserra imperceptiblement. « C'est un agent du MI6 ?»« Non », répondit Fiona en tapotant sa tablette. « Nous pensons qu'il opère sous couverture non officielle pour une société de renseignement privé liée à plusieurs gouvernements étrangers. Très mercenaire. » Grâce à des microphones directionnels, ils captèrent des fragments de conversation entre Audrey et Roman, des termes techniques, des points morts. Les protocoles de sécurité. Audrey n'était clairement pas une amatrice. La révélation glaça les veines de Gabriel. 2 possibilités, soit elle avait été implantée dans sa vie des années auparavant, soit elle avait été retournée. Tandis que Fiona se concentrait sur les aspects techniques de la surveillance, l'esprit de Gabriel travaillait sur un autre plan. Cette trahison était professionnelle, oui, mais elle était devenue profondément personnelle au moment même où Audrey avait utilisé leur mariage comme couverture. 3 agents étaient morts. Ces agents. Des personnes qui lui avaient fait confiance pour assurer leur sécurité. Le lendemain matin, Gabriel conserva sa routine. Il embrassa Audrey comme d'habitude lorsqu'elle partit pour son bureau. Une fois seul, il activa une série de protocoles, des procédures d'urgence que lui seul connaissait. Des mesures qu'il avait mises en place des années auparavant, pour une situation qu'il espérait ne jamais voir se produire. Dans un entrepôt sécurisé, enregistré sous un pseudonyme, Gabriel accéda à un compartiment secret contenant des documents, de l'argent liquide, des armes et des technologies indisponibles pour le grand public. Pendant des années, il avait développé des systèmes de surveillance autonomes, totalement intraçables, même pour les agences les plus pointues. Dès le soir, il avait installé des micro-caméras et des dispositifs d'écoute dans toute la maison et dans le bureau d'Audrey. Il plaça également des logiciels espions spécialisés sur des appareils qu'elle ignorait qu'il connaissait, un second téléphone conservé dans le coffre de son bureau, un ordinateur portable dissimulé sous le faux fond de son classeur. Ce que Gabriel découvrit à travers cette surveillance révéla l'ampleur de l'opération d'Audrey. Elle ne se contentait pas de transmettre des informations sur ses activités. Elle avait accédé à des dossiers classifiés concernant le Ghost Network. Sa société de relations publiques servait de plaque tournante pour le réseau de communication de Roman. Mais ce fut une autre découverte qui le bouleversa le plus, Roman n'agissait pas seul. Les images issues de l'ordinateur caché d'Audrey révélèrent un 3e acteur, Lewis Parker, l'ami de longue date de Gabriel. Le parrain des enfants, qu'il n'avait jamais eu avec Audrey. Lewis, au responsable du contre-espionnage au FBI, transmettait à Audrey des informations sur les enquêtes menées par l'agence. Dans son bureau en sous-sol, entouré d'écrans montrant l'étendue de la trahison, Gabriel sentit quelque chose se briser en lui. La partie froide, analytique, de son esprit, celle qui avait toujours fait de lui un agent d'exception, prit le dessus. Les attachements émotionnels avaient toujours été des faiblesses dans son métier. À présent, il comprenait pourquoi. Gabriel commença à dresser des profils de chaque membre de l'opération d'Audrey, leurs habitudes, leurs failles, leurs points de pression. Il identifia l'ensemble du réseau, Roman, Lewis, Audrey, et 4 autres, dont Véronica Dahl, son assistante administrative, qui avait accès à son emploi du temps. Au fil de ses investigations, un plan se dessina. Ce n'était pas le plan de l'agence, celui qui consistait simplement à arrêter et interroger. Non. C'était le sien. Ces gens n'avaient pas seulement trahi la sécurité nationale. Ils avaient envahi sa vie, abusé de sa confiance, tué ses collègues. Les procédures standards ne suffiraient pas à apaiser ce que Gabriel reconnaissait maintenant comme un besoin primal de vengeance. « Ils croient me traquer », murmura-t-il à la pièce vide. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont réveillé quelque chose de bien pire. Gabriel connaissait la patience. Il avait déjà passé 3 ans à infiltrer un agent à Pékin. Il pouvait attendre le moment parfait. Pas seulement pour démanteler cette conspiration, mais pour s'assurer que chacun paierait. Pas avec un simple procès.
avec des conséquences qu'aucun tribunal n'oserait imaginer. Chapitre 3, Contre-jeu. Pendant 6 semaines, Gabriel joua un rôle minutieusement chorégraphié. Pour Audrey, il est resté le mari attentionné, peut-être juste un peu plus distrait par la pression du travail. Pour son agence, il était l'officier consciencieux, aidant à construire un dossier contre sa propre femme et ses complices. Pour Brady et Fiona, il apparaissait comme il fallait, bouleversé, mais professionnel. Capable de compartimenter sa douleur personnelle pour se concentrer sur l'enquête. Aucun ne voyait ce qui se passait sous la surface. Derrière son calme apparent, Gabriel lançait la première phase de son plan, l'isolement. À l'aide de communications chiffrées hors des canaux officiels, il contacta des ressources personnelles des gens à qui il avait un jour sauvé la vie, et qui lui en devaient une. Des noms qui n'apparaissaient nulle part. L'opération de Roman Caldwell reposait sur plusieurs sources de financement. Gabriel les prit une par une pour cible. Un gestionnaire de fonds à Londres reçut des preuves de malversation financière, une vérification automatique fut déclenchée. Un investisseur basé à Dubaï eut soudain de gros soucis de visa, à cause de dénonciations anonymes. Une fuite de données exposa les transactions douteuses d'un magnate du transport maritime à Hong Kong. En 3 semaines, le budget opérationnel de Roman avait diminué de 60%. Sous pression, il fut forcé d'accélérer ses plans. Pendant ce temps, Gabriel semait de subtiles incohérences dans les informations accessibles à Audrey. Rien de flagrant. Juste assez pour semer le doute. Lorsque Lewis Parker tenta de vérifier certaines données par les canaux officiels du FBI, les écarts déclenchèrent des alertes internes. Quelqu'un commence à poser des questions sur notre opération à Munich, informa Audrey à Roman lors d'une réunion que Gabriel surveillait à distance. Lewis pense qu'on pourrait avoir un problème. On est trop près du but, répondit Roman, sûr de lui. Lynch ne se doute de rien. Dans 2 semaines, le Ghost Network sera complètement compromis. Gabriel comprit que leur cible n'était pas seulement l'information qu'ils protégeaient. Ils visaient aussi les algorithmes de chiffrement qui sécurisaient le réseau, une technologie qui pourrait valoir des milliards sur le marché noir, tout en mettant en péril des dizaines d'agents infiltrés à travers le monde. Ils devaient les forcer à bouger. Lors d'un dîner avec Audrey, il mentionna mine de rien une conférence sur la sécurité à venir, à Boston, où il présenterait de nouveaux protocoles de communication. Je vais y dévoiler des améliorations sensibles, lui dit-il, observant l'éclat d'intérêt dans ses yeux. Le directeur veut que tout soit verrouillé au maximum. Plus tard, il surveilla Audrey passer un appel depuis son téléphone secret. Il avance le calendrier, dit-elle à Roman. Il faut accélérer. Le lendemain, Lewis invita Gabriel à prendre un verre, une chose qu'ils avaient faite des centaines de fois en 10 ans d'amitié. Mais cette fois, Gabriel perçut une subtile différence. Lewis cherchait à obtenir une confirmation sur la conférence de Boston. Il voulait paraître détendu, mais il guidait la conversation vers des détails de sécurité. Gabriel lui donna juste ce qu'il fallait. Assez pour être crédible, mais surtout, pour appâter. Il mentionna que toute la documentation serait stockée dans sa mallette sécurisée pendant le voyage. C'était la pièce finale que les traîtres attendaient. Ce soir-là, il reçut le message attendu de Brady. Surveillance confirme une augmentation de l'activité. On pense qu'ils bougeront avant Boston. Équipe d'extraction en alerte, attend ton signal. Gabriel envoya son accusé de réception, puis effaça l'échange. L'agence prévoyait d'arrêter Audrey et ses collaborateurs, une fois qu'ils eurent des preuves concrètes d'espionnage. Mais Gabriel avait vu trop de cas où des criminels liés à la politique recevaient des peines réduites ou bénéficiaient d'interventions diplomatiques. Le poste de Lewis Parker au FBI lui garantissait pratiquement un traitement de faveur. Gabriel avait appris que la justice, bien souvent, n'était pas rendue par le système. 3 jours avant la conférence de Boston, Gabriel identifia des transferts financiers inhabituels entre des comptes liés à l'opération de Roman. Il repositionnait des ressources soit pour une acquisition majeure, soit pour une fuite. Simultanément, Audrey commença à déplacer des objets personnels dans un garde-meuble, préparant un départ rapide. Dans leur chambre, Audrey restait méticuleuse sur les apparences, ses vêtements toujours suspendus avec précision, ses bijoux toujours rangés selon le même schéma organisé.
Mais Gabrielle remarqua qu'elle avait retiré plusieurs pièces sentimentales de sa collection, les objets qu'elle emporterait si elle ne comptait jamais revenir. Le mercredi soir, Audrey prépara son plat préféré et ouvrit une bouteille de vin coûteuse. Son sourire paraissait presque sincère lorsqu'elle leva son verre. « À ton succès à Boston », porta-t-elle un toast. Gabrielle fit teinter son verre contre le sien. « À obtenir ce que nous méritons », répondit-il en la regardant attentivement par-dessus le rebord de son verre. Plus tard, alors qu'il se préparait à aller dormir, Gabrielle se plaignit d'un mal de tête attendu, car Audrey avait glissé un sédatif dans son vin. Il fit semblant de sombrer dans un sommeil profond, alors qu'en réalité il avait neutralisé la drogue grâce à un composé préventif qu'il avait pris plus tôt. À travers ses paupières entr'ouvertes, il observa Audrey vérifier prudemment qu'il était inconscient, puis sortir doucement du lit. Elle se dirigea vers son bureau, crocheta habilement la serrure de sa mallette, une compétence qu'il ne lui connaissait pas. Elle photographia des documents qu'il avait préparés spécifiquement pour ce moment, puis remit tout exactement à sa place. Gabrielle ne bougea pas alors qu'elle retournait au lit, lui tournait le dos et passait un appel bref. « C'est fait », murmura-t-elle. « On bouge demain. » Gabrielle attendit que sa respiration indique qu'elle dormait, puis quitta silencieusement le lit. Dans son bureau secret, situé au sous-sol, il envoya un message chiffré unique. Échec et mat initié. Au matin, les pièces de son véritable plan étaient déjà en mouvement. Chapitre 4 Les traîtres. Roman Caldwell se considérait comme un pragmatique dans un monde peuplé d'idéologues. Debout dans son penthouse, surplombant la skyline de Hartford, il étudia les photographies qu'Audrey avait récupérées dans la mallette de Gabrielle. Les protocoles de chiffrement correspondaient exactement à ce que ses clients recherchaient, chaque centime des millions promis semblait justifié. « Elles ont l'air légitimes », demanda-t-il à Louis Parker, installé nonchalamment sur le canapé en cuir, un verre de whisky à la main. Louis hocha la tête, ses insignes du FBI posés sur la table basse devant lui. « Gabriel ne fait pas de l'heure, il est trop méthodique. Ce sont les vrais algorithmes. » Roman n'était pas entièrement convaincu. En 15 ans de carrière dans le renseignement, d'abord au service de Sa Majesté, puis pour des intérêts privés, il avait développé une paranoïa saine. Et Lynch? Elle ne soupçonne toujours rien. Audrey le manipule complètement, répondit Lewis. Elle affirme qu'il a pris le sédatif sans broncher. Roman observa l'homme qui était devenu son atout américain le plus précieux. Lewis l'avait approché 18 mois plus tôt, usé par la bureaucratie et séduit par la fortune offerte par les employeurs de Roman. En tant que directeur adjoint au contre-espionnage, Lewis avait accès à des enquêtes susceptibles de menacer leur opération et le pouvoir de les détourner. « Et Audrey ?» demanda Roman. « Elle est toujours fiable ? 7 ans, c'est long pour maintenir un faux mariage. » Lewis fit tournoyer son whisky. « Audrey suit l'argent. Elle l'a toujours fait. Avant que je la recrute pour cette opération, elle prévoyait déjà de divorcer de Gabriel. Elle disait que vivre avec lui, c'était comme vivre avec un robot. » Le téléphone de Roman émit une alerte, un message de Veronica, l'assistante de Gabriel, confirmant son départ pour Boston dans l'après-midi. « Tout se déroule comme prévu, dit-il. D'ici demain, nous serons tous très riches. » À l'autre bout de la ville, Audrey Lynch entra dans la salle des coffres privés de la Hartford Trust Bank. Utilisant la clé qu'elle gardait dissimulée dans un boîtier de maquillage creux, elle accéda au coffre enregistré à son nom de jeune fille. À l'intérieur se trouvait tout ce dont elle avait besoin pour sa nouvelle identité, passeport, carte de crédit, documents pour ses comptes aux îles Caïmans. Audrey avait passé des années à se préparer à ce moment. Son mariage avec Gabriel n'avait été, au départ, qu'un moyen d'atteindre une opération d'espionnage de longue durée ciblant ses accès. Elle n'avait pas prévu de ressentir quoi que ce soit pour lui. Et pendant les premières années, ce fut effectivement le cas. Gabriel était séduisant et intelligent, mais émotionnellement distant, toujours en retrait. Cela avait facilité sa manipulation, mais rendu la vie avec lui pénible. Roman lui avait offert une sortie, et un chèque très généreux. En refermant le coffre, Audrey sentit une douleur fugace, quelque chose ressemblant à du regret. Malgré tout, il y avait eu de bons moments avec Gabriel. Mais elle avait fait son choix depuis longtemps, depuis que Lewis l'avait approché,
brandissant des preuves de ses irrégularités financières passées, et lui avait proposé une alternative à la prison. Madame Lynch interrompit le directeur de la banque. Il y a un appel urgent pour vous à l'accueil. Audrey le suivit jusqu'au comptoir et prit le combiné. Allô? L'opération est compromise, dit la voix à l'autre bout du fil. C'était Véronica, l'assistante de Gabriel, et leur source au sein de son agence. Gabriel n'est jamais monté dans l'avion pour Boston. 2 de nos sources de financement sont gelées. Il faut passer au plan de secours. Le cœur d'Audrey se mit à battre la chamade. Et Lewis? Et Roman? Je ne parviens pas à les joindre. Rendez-vous à l'emplacement secondaire dans 1 heure. La ligne coupa net, laissant Audrey avec une angoisse croissante. Elle tenta d'appeler Roman, puis Lewis sans obtenir de réponse. En route vers le point de rendez-vous, une usine désaffectée en dehors de la ville, elle ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose avait terriblement mal tourné. Pendant ce temps, Roman recevait des nouvelles similaires. Debout sur le balcon de son Penthouse, il raccrocha. Il se tourna vers Lewis. On a un problème. L'agence de Gabriel déploie des équipes, et nos comptes à Singapour et à Zurich ont été gelés. Lewis blêmit. L'opération était pourtant infaillible. Apparemment pas, répondit Roman, d'un ton glacial. Récupère ce dont tu as besoin. On se déplace vers le site de repli. Alors qu'il se préparait à quitter l'appartement, l'ascenseur menant au Penthouse de Roman s'activa. Les 2 hommes dégainèrent leurs armes instinctivement. Tu attends quelqu'un? Murmura Lewis. Roman secoua la tête, avançant silencieusement vers l'écran de contrôle. La caméra de l'ascenseur montrait une cabine vide en train de monter à leur étage. Quand les portes s'ouvrirent, personne n'en sortit. À la place, une petite sphère métallique roula dans l'appartement, avant de libérer une épaisse fumée blanche. Lewis tira à l'aveugle dans le nuage. Roman fonça vers la sortie de secours. Mais aucun des 2 hommes ne fit plus de 3 pas, avant que l'agent paralysant ne fasse effet. Alors que la conscience l'abandonnait, Roman distingua une silhouette émergeant lentement de la brume. Un homme portant un masque à gaz. La dernière chose qu'il entendit fut une voix familière. Bonjour Roman. Nous avons beaucoup à nous dire. De l'autre côté de la ville, Audrey arriva au point de rendez-vous. L'endroit était désert. Elle regarda sa montre. Elle était pourtant pile à l'heure. Mais où était Véronica? Son téléphone sonna, numéro inconnu. Où es-tu? Lança-t-elle, méfiante. Bonjour Audrey, répondit la voix. Elle se figea. Gabriel. Je suppose que tu cherches Véronica. Elle est indisposée pour l'instant. Gabriel, je peux t'expliquer. Je n'en doute pas, dit-il calmement. Tu as toujours été doué pour expliquer. Comme par exemple pourquoi tu avais besoin d'accéder à ma mallette. Ou pourquoi tu rencontres Roman Caldwell depuis 3 mois. Les réflexes d'Audrey prirent le dessus. Tu fais erreur. Ce que tu crois comprendre est faux. Je travaille sous couverture, pour l'agence. Parla Brady. Brady ne sait rien, l'interrompit Gabriel. Peu de gens sont au courant. C'est tout l'intérêt d'une opération fantôme, non? Négation totale. Un frisson parcourut Audrey. La vérité s'imposait, implacable. Depuis quand tu sais? Depuis assez longtemps. Mais la vraie question, maintenant, ce n'est pas ce que je sais. C'est ce qu'il va se passer ensuite. Audrey glissa la main vers l'arme dans son sac. Je veux te voir. Juste toi et moi. Je m'en doutais, répondit Gabriel. Il y a un colis dans le coffre de ta voiture. Suis les instructions à la lettre. Si tu veux revoir Roman et Lewis vivants. La ligne coupa. Audrey courut jusqu'à sa voiture. Dans le coffre, elle trouva une enveloppe scellée. À l'intérieur, un téléphone jetable, une oreillette Bluetooth, et une note tapée à la machine. Prends la route 91 vers le nord. Mets l'oreillette. Réponds quand j'appelle. Viens seul. Sinon, il meurt. La main d'Audrey tremblait en tournant la clé de contact.
En 7 ans, elle n'avait jamais vu ce côté-là de Gabriel. Elle avait toujours cru que sa froideur émotionnelle faisait de lui un homme vulnérable. Elle réalisait à présent que cela le rendait dangereux. Alors qu'elle s'engageait sur l'autoroute, le téléphone sonna. « Je roule vers le nord, comme demandé, » dit-elle, la voix tendue. « Bien, » répondit Gabriel. « Parlons maintenant de ce que tu veux vraiment, Audrey. Ce n'est pas seulement les algorithmes de cryptage, n'est-ce pas ?» Audrey hésita. Nier n'avait plus de sens. Les algorithmes, ce n'est que le début. Ce qu'on veut vraiment, c'est accéder à tout le réseau fantôme. Toutes tes agences sous couverture, dans le monde entier. Et pourquoi les employeurs de romans voudraient ça? Parce que tes fantômes gênent leurs affaires depuis des années. Livraison d'armes interceptées. Financement terroriste bloqué. Ils en ont assez. Gabriel se tut un instant. Prends la prochaine sortie. Suis les coordonnées GPS envoyées au téléphone. 30 minutes plus tard, Audrey arriva à une cabane isolée, au milieu d'une forêt dense. L'arme cachée dans sa veste, elle s'approcha prudemment. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, elle trouva Roman et Lewis, attachés à des chaises. Conscients, mais désorientés. Gabriel était là. Assis calmement dans un fauteuil, sans arme visible. « Bienvenue à la réunion de famille, » dit-il en désignant une chaise vide. « Assieds-toi. » On attend à se dire. Chapitre 5, exposé. 7 ans de mariage, dit Gabriel d'un ton posé. Et je ne savais même pas que tu savais forcer une serrure, Audrey. Pas mal, pour une responsable en relations publiques. Audrey resta debout, la main proche de son arme cachée. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait l'un de l'autre. Gabriel hocha la tête, pensif. Apparemment oui. Par exemple, j'ignorais que ma propre femme avait été recrutée par mon meilleur ami, pour m'espionner. Il jeta un œil à Lewis, qui luttait contre ses liens. Ou que mon partenaire au FBI vendait l'accès à nos opérations aux plus offrants. Gabriel, ce n'est pas ce que tu crois, commença Lewis. C'est exactement ce que je crois. De la trahison, enveloppée dans de la duplicité, avec une touche personnelle. Il tourna de nouveau son regard vers Audrey. Ton arme ne te servira à rien. Assieds-toi. Audrey obéit, lentement. Calculant ses chances. Gabriel n'était plus le même homme. Son sang-froid habituel avait laissé place à quelque chose de plus instable. Plus imprévisible. « Que veux-tu » demanda enfin Roman, son accent britannique plus marqué sous la pression. Gabriel esquissa un sourire, sans chaleur. Intéressante question, de la part de l'homme qui tente de démonter mon réseau. Mais d'accord. Il se leva, s'approcha d'un ordinateur portable posé sur une table. Je veux comprendre toute l'étendue de votre trahison, avant de décider quoi faire. Il tourna l'écran vers eux. S'affichèrent des photos de surveillance, des transcriptions d'appels, et des preuves financières reliant de l'argent étranger à des sociétés écrans sous leur contrôle. Plutôt complet, admit Roman, momentanément impressionné malgré sa situation. Mais si tu sais déjà tout, pourquoi ce cirque, demanda-t-il. Parce que l'information, ce n'est qu'une partie de l'équation, répondit Gabriel. Je veux vous entendre l'admettre. Je veux comprendre pourquoi. Lewis haussa les épaules. Pourquoi quelqu'un fait quoi que ce soit? L'argent. Le pouvoir. L'agence nous enterre sous des montagnes de paperasse pendant que le monde brûle. Les employeurs de Roman, eux, savent reconnaître la vraie valeur. Gabriel le fixa, froidement. Et les agents morts à cause de tes fuites? C'étaient des dommages collatéraux acceptables? Pour la première fois, Audrey parut perdue. Quels agents? 3 membres de mon réseau ont été capturés et exécutés ce mois-ci. À Prague. Ankara. Buenos Aires. Des gens que j'avais recrutés. Des gens que j'avais promis de protéger. Audrey tourna les yeux vers Roman. Il évita son regard. Tu avais dit que personne ne serait blessé. C'était notre accord. Roman haussa les épaules dans ses liens. Des nécessités, pour les affaires.
Leurs identités ont été utilisées pour établir notre crédibilité. Gabriel observa la dynamique entre eux, avec un intérêt glacial. Tu ne savais pas, hein, Audrey? Tes partenaires ont sacrifié des vies, pour accélérer leur calendrier. Ne fais pas ta morale, répliqua Roman. Ton précieux service a sacrifié bien des vies, quand ça l'arrangeait. On joue tous au même jeu. Le regard de Gabriel se durcit. Non, Roman. Pas le même jeu du tout. Et c'est une distinction que vous apprendrez bientôt à apprécier. Il appuya sur un bouton de l'ordinateur portable et les écrans intégrés au mur s'activèrent, affichant des flux vidéo de plusieurs lieux, le pantouse de Roman fouillé par des agents fédéraux, les bureaux de l'agence de relations publiques d'Audrey encerclés par des véhicules du FBI, la maison de Lewis alors que sa femme était escortée par les autorités. « Qu'est-ce que tu as fait » exigea Lewis en luttant contre ses entraves. « J'ai simplement partagé certaines de nos informations avec des canaux officiels, expliqua Gabriel. Vos domiciles, bureaux et associés connus sont en cours d'investigation, pendant que nous parlons. Vos avoirs sont gelés, vos contacts arrêtés sur 3 continents. » Roman gardait son calme. Très belle mise en scène, mais nous savons tous comment ça se termine. J'ai une protection diplomatique. Lewis a des connexions au FBI qui interviendront. Même ta femme fera sans doute un marché. Nous allons subir quelques désagréments, peut-être quelques années de détention en régime minimum, puis reprendre tranquillement nos vies. Gabriel se pencha en avant. C'est là que tu te trompes. Tu vois, les preuves collectées ne vont pas aux forces de l'ordre, elles vont à des gens qui ont des méthodes plus directes pour traiter la trahison. Il sortit un téléphone et lança un enregistrement de Roman parlant des morts des 3 agents, suivi de détails sur des livraisons d'armes que ses employeurs avaient facilitées à des groupes terroristes en Afrique et en Asie du Sud-Est. Des copies sont livrées à toutes les agences de renseignement et organisations criminelles que votre opération a dépassées, expliqua Gabriel, des gens qui se moquent de l'immunité diplomatique ou des connexions au FBI, des gens qui règlent les problèmes définitivement. Pour la première fois, la peur traversa le visage de Roman. Tu bluffes. Même toi, tu ne lâcherais pas un tel chaos. Il y a 3 semaines, j'aurais peut-être été d'accord, répliqua Gabriel, mais c'était avant que je retrouve 3 de mes agents morts à cause de ta cupidité. Le silence tomba sur la cabine, tandis que les implications s'imposaient à tous. Audrey fut la première à parler. « Et moi » demanda-t-elle doucement. « Suis-je incluse dans ta liste de diffusion » Gabriel étudia sa femme, la femme qui avait partagé son lit tout en conspirant contre sa carrière professionnelle. « Cela dépend de ce qui se passe maintenant, répondit-il. Il se leva et alla vers un meuble, en sortit 3 dossiers qu'il posa sur la table. Dans chaque dossier, une confession complète détaillant votre implication dans cette conspiration, votre connaissance des morts des agents et vos liens avec différents financiers terroristes. Signez-les et je garantis qu'ils ne seront transmis qu'aux autorités américaines. Refusez, et vos dossiers rejoindront la distribution internationale de Roman. Lewis fixa les dossiers. Vous attendez que nous confessons des crimes dont nous n'avons même pas été accusés. Aucun avocat ne conseillerait ça. Je ne vous offre pas un conseil juridique, répondit Gabriel, je vous offre un choix entre la prison fédérale américaine et quelque chose de bien pire. Les employeurs de Roman ne tolèrent pas les laissés pour compte, surtout ceux qui peuvent témoigner contre eux. Le calme de Roman se fissura enfin. Espèce de sacré moralisateur. Tu crois que ça te protège ? D'autres finiront ce que nous avons commencé. Gabriel hocha la tête, pensif. Peut-être. Mais ils devront le faire sans toi. Il regarda sa montre. Vous avez 5 minutes pour décider. Après ça, j'appelle, et certains intéressés à Moscou, Pékin et Riyad apprendront exactement comment vous avez manipulé leurs opérations. La pièce redevint silencieuse, à l'exception du tic-tac d'une vieille horloge sur la cheminée. Audrey fixa le dossier devant elle, puis Gabriel. « Est-ce que quelque chose était réel » demanda-t-elle doucement. « Nous » répondit Gabriel, un éclat traversant brièvement ses yeux, un aperçu de l'homme qu'elle avait épousé, disparut aussitôt remplacé par une détermination froide. « Dis-moi, pour toi, est-ce que quelque chose était réel » Audrey soutint son regard un long moment avant de détourner les yeux sans dire un mot. Elle ouvrit son dossier et signa une confession.
Lewis suivit, à contre-cœur, marmonnant sur la coercition et les défis juridiques. Roman tint le plus longtemps, son esprit calculateur cherchant clairement des alternatives avant de finalement reconnaître sa défaite. Alors que Gabriel rassemblait les documents signés, la porte de la cabine s'ouvrit. Fiona Keller entra, accompagnée de 2 agents fédéraux, leurs expressions graves. « Juste à temps », dit Gabriel en lui remettant les confessions. « Ils ont tout avoué », acquiesça Fiona aux agents qui s'approchèrent pour sécuriser les prisonniers. Les équipes de preuve ont déjà trouvé des documents corroborants dans les 3 résidences, dit-elle en lançant un regard particulièrement dégoûté à Lewis. Le directeur Peterson souhaite superviser personnellement le traitement de ses anciens collègues. Alors qu'ils étaient emmenés, Audrey s'arrêta auprès de Gabriel. « Ce n'est pas fini, tu le sais, hein ?» Gabriel la regarda droit dans les yeux. « Pour toi, oui. » Après leur départ, Fiona se tourna vers Gabriel. « L'agence te demande au siège pour un débriefing. » Gabriel secoua la tête. « Pas encore. Il en reste un en liberté, et il faut s'en occuper. » Fiona l'observa attentivement. « À partir d'ici, ce ne seront que des canaux officiels, Gabriel. » Le directeur a été clair. « Bien sûr, » répondit-il avec un fin sourire, « juste quelques affaires personnelles à régler d'abord. » Seul, Gabriel retourna à l'ordinateur portable, accéda à un canal sécurisé qui n'apparaîtrait dans aucun registre d'agence. Le visage qui apparut à l'écran appartenait à un homme connu dans certains cercles seulement sous le nom de « l'entrepreneur ». « Les colis sont prêts pour livraison », l'informa Gabriel. « Procédez comme convenu », répondit l'homme d'un signe de tête, puis la connexion fut coupée. Gabriel ferma l'ordinateur et regarda par la fenêtre la forêt s'assombrir. Son agence obtiendrait leur confession et condamnation, la justice serait rendue par des voies officielles. Mais pour les 3 agents dont les corps avaient été retournés dans des mallettes diplomatiques, pour les années de mensonges dans sa propre maison, pour la subversion de tout ce qu'il avait travaillé à protéger, Gabriel avait prévu un autre type de règlement. Il se servit un whisky et attendit que la nuit tombe. Chapitre 6, Conséquences. 3 semaines après les arrestations, Gabriel était assis dans le bureau du directeur au siège de l'agence, écoutant Peterson décrire les retombées de ce qu'on appelait désormais la conspiration Caldwell. Lewis Parker coopère pleinement, expliqua Peterson. Son témoignage a déjà permis d'identifier 12 agents étrangers infiltrés dans diverses agences. Gabriel hocha la tête, gardant l'attitude professionnelle attendue. L'expression de Peterson s'assombrit. Caldwell résiste davantage. Ses connexions diplomatiques lui assurent certains privilèges durant sa détention. Pas surprenant, commenta Gabriel. Et Audrey, ta femme, dit Peterson avec prudence, a demandé une entrevue avec toi. Son avocat pense pouvoir fournir des informations supplémentaires en échange de considération lors de sa sentence. Gabriel garda son visage neutre. Je vais y réfléchir. Après le briefing, Fiona accompagna Gabriel vers le parking. Tu envisages vraiment de la rencontrer, demanda-t-elle, une fois seule. Je n'ai pas encore décidé, répondit-il, bien qu'ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. L'équipe d'évaluation psychologique s'inquiète pour ton état mental, dit Fiona sans détour. Il recommande un congé prolongé. Gabriel esquissa un léger sourire. Et toi, que recommandes-tu? Fiona le scruta avant de répondre. Je pense que tu as compartimenté cette situation comme tu le fais pour tout le reste. Je pense que tu fonctionnes parfaitement bien professionnellement, et je pense que ça les terrifie. Mais pas toi. J'ai travaillé assez longtemps avec toi pour comprendre que ton contrôle émotionnel n'est pas une faiblesse, c'est un outil. Elle s'arrêta à l'entrée du garage. Fais juste attention que cet outil ne devienne pas une arme que tu ne peux plus lâcher. Cette soirée-là, Gabriel conduisit jusqu'au centre de détention fédéral où Audrey attendait son procès. Dans la salle de visite stérile, elle paraissait d'une certaine façon plus petite, la femme confiante qu'il avait épousée réduite par la tenue de prisonnière et le poids de ces circonstances. Merci d'être venu, dit-elle alors qu'il prenait place en face d'elle. Mon avocat, répondit-il. Vous avez refusé mes demandes précédentes. J'étais occupé, répondit Gabriel. Nettoyer les conséquences prend beaucoup de temps.
Audrey croisa les mains sur la table. J'ai des informations, des noms, des contacts, des détails opérationnels qui ne figuraient pas dans ma confession. Et en échange, vous voulez quoi? Une peine réduite, une protection des témoins. Je veux expliquer, dit-elle doucement, pas pour justifier ce que j'ai fait, mais pour que vous compreniez comment c'est arrivé. Gabriel scruta son visage, cherchant la manipulation qu'il avait appris à attendre. Au lieu de cela, il trouva quelque chose qui ressemblait étonnamment à un véritable regret. « Je vous écoute », dit-il enfin. Audrey prit une profonde inspiration. J'étais confronté à des accusations fédérales pour des malversations financières dans mon ancien cabinet avant que nous ne nous rencontrions. Lewis m'a approché avec une offre, travailler avec lui pour collecter des renseignements sur certaines cibles, et les accusations disparaîtraient. Elle soutint son regard. Vous n'étiez pas la cible initiale. Celle-ci est venue plus tard, après notre mariage, et vous n'avez jamais envisagé de venir me voir, demanda Gabriel, sa voix maîtrisée. À ce moment-là, j'étais déjà compromise. Lewis avait des preuves de ma coopération initiale. Elle baissa les yeux vers ses mains. Oui, en partie, c'était pour l'argent. Roman avait promis assez pour disparaître définitivement, repartir à zéro avec lui. Gabriel posa la question qui les surprit tous les deux. Audrey secoua la tête. Non. Roman, c'était juste pour les affaires. Elle hésita. J'avais prévu de partir seule, malgré tout, je ne pouvais pas me résoudre à le faire. Elle s'interrompit. Pourquoi? Pour voir ce qu'ils planifiaient de vous faire une fois qu'ils auraient obtenu ce qu'ils voulaient, finit-elle doucement. Gabriel absorba cette information, la classant avec tout ce qu'il avait appris sur la femme avec qui il avait partagé sa vie. Les agents qui sont morts, dit-il enfin, vous saviez pour eux à l'avance. Non, répondit Audrey immédiatement, c'était la décision de Roman. Quand j'ai découvert ça, j'ai menacé de tout abandonner. Il m'a convaincu qu'il était trop tard, que nous étions tous impliqués. Gabriel hocha légèrement la tête, cela correspondait à ce qu'il avait observé lors de la confrontation à la cabane. Votre confession mentionnait un numéro de compte suisse qui n'était pas dans nos dossiers, dit-il, changeant de sujet. Pourquoi l'avoir inclus? Audrey le regarda droit dans les yeux. Parce qu'il contient des preuves contre des personnes que même Roman craignait. Des informations que j'ai compilées en guise d'assurance. Les codes d'accès sont dans un coffre-fort, au nom de jeune fille de ma mère, à la First Colonial Bank de Richmond. Gabriel la regarda attentivement. Pourquoi me donner cela maintenant? Parce que 3 personnes sont mortes à cause d'une opération dont j'ai fait partie, répondit-elle. Quelles que soient mes raisons, quelle que soit la peine que je purge, cela ne remet pas les choses à l'équilibre. Pendant un instant, Gabriel entrevit la femme qu'il pensait avoir épousée, une femme avec des principes malgré ses défauts, capable d'un véritable remords. Cela ne changeait rien à ce qu'elle avait fait, mais cela compliquait le récit qu'il avait construit. Je vais regarder cela, dit-il enfin en se levant pour partir. Gabriel, Audrey appela alors qu'il atteignait la porte. Il y a autre chose que vous devriez savoir à propos des employeurs de Roman. Gabriel se retourna. Il s'appelle le Deadless Group, continua-t-elle, et ils ont déjà envoyé quelqu'un pour remplacer Roman, une femme nommée Eleanor Vance. Elle est arrivée à Washington la semaine dernière. L'expression de Gabriel ne laissa rien paraître, mais intérieurement il rangea cette information aux côtés des autres pièces du puzzle qu'il assemblait. Au revoir, Audrey, dit-il, sachant que ce serait probablement la dernière fois qu'ils se parleraient en dehors du centre de détention. Gabriel s'assit dans sa voiture, réfléchissant à la conversation. Les informations sur le compte suisse et Eleanor Vance pouvaient s'avérer précieuses, mais ce n'était pas la raison pour laquelle il avait finalement accepté de rencontrer Audrey. Il avait eu besoin de plonger une dernière fois dans ses yeux pour être certain de sa route. Le regret qu'il y avait vu était sincère, il y croyait, mais il y avait aussi le calcul. Encore maintenant, elle se positionnait, utilisant les informations qu'elle avait encore pour en tirer un avantage. Son téléphone émit un son, un message venant d'un canal crypté. Colis livré à Londres, en route vers Dubaï et Hong Kong pour instruction. Gabriel supprima le message. Les colis étaient des fichiers de preuves sur les financiers de Roman, livrés non pas aux autorités,
mais à des organisations criminelles rivales ayant des raisons d'éliminer les personnes impliquées. En quelques jours, le réseau de soutien de Roman serait démantelé de manière qu'aucun système légal ne pourrait accomplir. Quant à Roman lui-même, Gabriel avait fait en sorte que certains détenus du centre fédéral reçoivent des informations sur le rôle de Roman dans la compromission d'opérations secrètes, opérations qui avaient envoyé certains de leurs associés en prison. La justice retrouverait Roman bien avant que son procès ne commence. Ensuite venait Lewis. En tant qu'ancien directeur adjoint du FBI pour le contre-espionnage, il s'était fait de nombreux ennemis dans la communauté du renseignement. Plusieurs de ses ennemis détenaient maintenant des dossiers détaillés documentant comment Lewis avait compromis leurs opérations, mis en danger leurs agents et tiré profit de leurs pertes. Sa protection au sein du système s'érodait à chaque heure qui passait. Enfin, il y avait Audrey. Malgré tout, Gabriel avait organisé pour qu'elle bénéficie de la justice la plus conventionnelle, un procès fédéral, un témoignage contre des cibles plus importantes et une incarcération éventuelle dans un établissement à sécurité minimale. Pas par attachement, mais parce que sa trahison, bien que profonde, avait des limites qu'elle n'avait pas franchies. Gabriel démarra sa voiture et prit la route, non pas vers sa maison vide dans le Connecticut, mais vers un aérodrome privé en périphérie de la ville. L'agence croyait qu'il prenait un congé pour gérer son traumatisme personnel. En réalité, il poursuivait la piste fournie par Audrey, Eleanor Vance, le Deadless Group, de nouveaux joueurs dans un jeu qui venait de devenir personnel. Alors que son avion s'élevait, Gabriel passa en revue ce qu'il savait sur Deadless à partir de rapports fragmentaires de renseignement, une organisation fantôme reliant fonctionnaires gouvernementaux, agents de renseignement et entreprises criminelles à travers les frontières. Une organisation qui avait infiltré sa vie une fois et qui tenterait sans aucun doute de nouveau. Cette fois, cependant, Gabriel n'était pas juste une cible. Il était un chasseur, n'ayant plus rien à perdre. Et comme les 3 agents morts à Prague, Ancura et Buenos Aires auraient pu en témoigner, Gabriel Lynch protégeait les siens. L'agence voulait qu'il guérisse, qu'il prenne du temps, qu'il revienne aux opérations normales. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le normal n'existait plus pour lui. À sa place, il y avait quelque chose de plus froid, plus focalisé. Et infiniment plus dangereux, le jeu n'était pas terminé, il avait simplement évolué. Chapitre 7, salle d'audience. Mon ex-femme a déposé une ordonnance restrictive, déclara calmement Gabriel à son avocat alors qu'il se préparait pour l'audience. 6 mois s'étaient écoulés depuis les arrestations, des mois que Gabriel avait consacrés à démanteler méthodiquement les opérations du groupe Deadless à travers 3 continents. Eleanor Vance s'était avérée insaisissable, mais pas invisible. Grâce aux informations du compte suisse d'Audrey, Gabriel avait tracé des liens financiers avec des cercles diplomatiques et de renseignement dans 12 pays. 1 à 1, il avait exposé des fonctionnaires compromis, divulgué des preuves d'activité criminelle à des organisations rivales et semé le chaos au sein du réseau soigneusement structuré de Deadless. À présent, il était de retour dans le Connecticut, répondant à la dernière manœuvre d'Audrey, une ordonnance restrictive déposée depuis la prison fédérale, où elle prétendait craindre pour sa vie à sa sortie prochaine. C'est un coup tactique, expliqua Marjorie Walsh, l'avocate de Gabriel. Elle se positionne pour son audience de condamnation le mois prochain. Une ordonnance restrictive soutient sa revendication selon laquelle elle a agi sous la contrainte de votre part tout au long du complot. Gabriel acquiesça. Elle avait toujours été douée pour construire des récits. La salle d'audience était presque vide à leur entrée. Une audience mineure, dans ce que le public croyait n'être qu'une simple procédure de divorce entre un consultant en sécurité et sa femme infidèle. Seules quelques personnes connaissaient les détails confidentiels du complot Caldwell. Le juge Walter Friedman fit son entrée, un homme sévère, réputé pour son strict respect des procédures. Après les instructions préliminaires, l'avocate d'Audrey présenta leur dossier, dépeignant Gabriel comme un mari contrôlant, potentiellement violent, qui aurait manipulé sa cliente vulnérable à commettre des actes criminels. C'est un monstre violent, sanglota Audrey avec force quand elle fut appelée à témoigner. Je vivais dans la peur chaque jour, à cause des choses qu'il me faisait faire, des personnes qu'il menaçait. Elle fondit en larmes, sa performance impressionnante même pour Gabriel, qui avait vu assez de ses émotions authentiques pour en reconnaître la différence. Son avocate présenta des preuves des prétendues tendances violentes de Gabriel, des courriels soigneusement édités,
des déclarations d'amis ayant observé son comportement contrôlant, et des évaluations psychologiques suggérant que son état émotionnel compartimenté indiquait des tendances potentielles sociopathes. Quand vint le tour de Gabriel, son avocat entama une démolition méthodique des accusations d'Audrey. D'anciens collègues témoignèrent de son professionnalisme, des amis décrivirent son tempérament mesuré. Enfin, Gabriel lui-même monta à la barre, calme et posé, ce que l'avocate d'Audrey tenta immédiatement d'exploiter contre lui. « Monsieur Lynch, votre femme a décrit vivre dans la terreur de votre colère imprévisible, pourtant vous êtes ici, sans montrer la moindre émotion. Cela ne soutient-il pas sa description de votre contrôle émotionnel anormal ?» Gabriel soutint son regard avec fermeté. « Je crois au fait, madame l'avocate. Les démonstrations émotionnelles ne servent pas la vérité. » « Et quelle est la vérité, monsieur Lynch ? Que votre femme vous a trahi, alors vous avez systématiquement détruit sa vie. » Objection, s'interposa l'avocat de Gabriel, argumentant. Objection retenue. Conseil, limitez-vous aux questions pertinentes à l'ordonnance restrictive, ordonna le juge froidement. L'avocate d'Audrey changea de stratégie. Monsieur Lynch, n'est-il pas vrai que vous avez personnellement orchestré l'enquête qui a conduit à l'arrestation de votre femme ? J'ai signalé des activités suspectes aux autorités compétentes, comme tout citoyen devrait le faire, répondit Gabriel calmement. N'est-il pas également vrai que, depuis son incarcération, 3 personnes liées à cette affaire sont mortes dans des circonstances mystérieuses? L'avocat de Gabriel objecta de nouveau, mais Gabriel leva légèrement la main. Je souhaiterais répondre, votre honneur. Le juge froidement hocha la tête prudemment. Roman Caldwell a été tué lors d'une altercation en prison par des détenus liés aux opérations qu'il avait compromises. Lewis Parker s'est apparemment suicidé en attendant son procès, bien que sa mort fasse toujours l'objet d'une enquête. Victor Zuboff, un financier de leur opération, est mort dans ce que les autorités de Dubaï ont classé comme un accident de bateau. La voix de Gabriel resta parfaitement mesurée. Je n'étais présent à aucun de ces événements, ni impliqué directement. Techniquement vrai, même si Gabriel avait veillé à ce que des informations sur Roman parviennent à certains détenus, qu'il ait fait fuiter des preuves de la coopération de Lewis à d'anciens ennemis dangereux, et qu'il ait fourni anonymement la localisation de Zub à une faction criminelle rivale. L'avocate insista. Quelle coïncidence que tous ceux qui vous ont trahi rencontrent une tragédie. Ce schéma ne soutient-il pas la peur de ma cliente pour sa sécurité? Je n'ai rien dit, répondit Gabriel, sa voix montrant enfin un soupçon d'émotion. Quand ma femme a trahi non seulement moi, mais la sécurité nationale, j'ai poursuivi la justice par les voies légales. Les conséquences subies par les autres sont le fruit de leurs propres actes et des ennemis qu'ils se sont faits bien avant mon intervention. Le questionnement se poursuivit encore 1 heure avant que le juge froidement ne déclare une suspension. Alors que les officiers escortaient Audrey vers la zone de détention, elle passa assez près de Gabriel pour lui murmurer. « Tu crois avoir gagné, mais tu n'as aucune idée de ce qui arrive. » Quand l'audience reprit, l'avocat de Gabriel présenta la preuve finale, une enveloppe scellée remise au juge. « Votre honneur, ceci contient des informations classifiées autorisées pour votre examen par les autorités fédérales. Elle documente l'implication complète de Madame Lynch dans un complot d'espionnage et démontre que ses réclamations actuelles font partie d'un schéma documenté de manipulation. » Le visage du juge devint pâle en parcourant le contenu. L'enveloppe contenait non seulement les dossiers officiels du procès, mais aussi des preuves supplémentaires recueillies indépendamment par Gabriel, des enregistrements d'Audrey discutant de la stratégie de l'ordonnance restrictive avec une autre détenue, planifiant de s'en servir pour influencer sa condamnation. « Arrêtez cette femme immédiatement », tonna le juge froidement, visiblement troublé par sa lecture. Le tribunal juge ces demandes d'ordonnance restrictive non seulement infondées, mais frauduleuses, constituant un parjure et un outrage au tribunal. Le masque impassible d'Audrey se brisa alors qu'elle comprenait son erreur. « Vous ne comprenez pas » protesta-t-elle tandis que le huissier s'approchait. « Ce n'est pas l'homme que vous croyez, madame. » « Avez-vous la moindre idée de qui est vraiment votre ex-mari » demanda sévèrement le juge, en référence au dossier de service décoré inclus dans le fichier classifié. Les agents fédéraux à l'extérieur veulent savoir où vous avez caché les documents liés à vos comptes à l'étranger et les conspirateurs restants. Alors qu'Audrey était emmenée, son regard croisa celui de Gabriel. À cet instant,
elle comprit enfin que l'homme qu'elle avait trahi orchestrait méthodiquement non seulement la justice légale, mais la destruction complète de tous les impliqués dans le complot. À l'extérieur du tribunal, Fiona Keller attendait près d'un SUV noir. « C'est le dernier élément en suspens de l'affaire originale », dit-elle alors que Gabriel s'approchait. « Le directeur sera soulagé. » Gabriel acquiesça, scrutant les alentours par réflexe. « Et Eleanor Vance ?»« Toujours en fuite, » répondit Fiona. « Mais son opération est paralysée. Les renseignements que vous avez fournis ont conduit à des arrestations dans 6 pays. Ce qu'aucun des deux ne dit à voix haute, c'est que beaucoup de ces renseignements avaient été obtenus par des méthodes que l'agence ne sanctionnerait jamais officiellement, des méthodes qui ne laissaient aucune preuve reliant Gabriel à elle. Le directeur a autorisé votre retour au service actif, poursuivit Fiona. Une situation se développe en Malaisie, qui requiert votre expertise. Gabriel considéra l'offre. Sa vendetta personnelle l'avait consumé pendant des mois, mais avec le dernier atout d'Audrey neutralisé, il était peut-être temps de revenir au travail qui avait défini sa vie avant la trahison. « Je vais avoir besoin de quelques jours pour régler des affaires personnelles, » répondit-il. Fiona hocha la tête, comprenant le sous-entendu. « Bien sûr, veillez juste à ce que ces affaires n'apparaissent pas dans les rapports officiels. » Alors que le SUV s'éloignait, le téléphone sécurisé de Gabriel vibra avec un message crypté. Cible localisée à Zurich, en attente d'instruction. Eleanor Vance avait finalement refait surface, la dernière architecte du complot qui avait tué ses opérateurs et envahi sa vie. Gabriel prit sa décision, l'agence pouvait attendre. D'abord, il devait terminer ce qu'il avait commencé, non pas pour un pays ou une cause, mais pour les 3 agents morts en lui faisant confiance. Pour eux, il montrerait une vérité fondamentale, Gabriel Lynch ne pardonnait jamais, et il n'oubliait jamais. Chapitre 8, Traqué. L'hôtel Beauvais au lac à Zurich, refuge des élites, promettait luxe et discrétion. Dans la suite présidentielle, Eleanor Vance analysait les dernières informations sur les ruines de l'organisation Deadless. À 45 ans, elle naviguait depuis 20 ans entre renseignements gouvernementaux et entreprises privées, accumulant pouvoir et secrets dangereux. Mais Gabriel Lynch, son atout devenu ennemi, était introuvable depuis 72 heures. Depuis l'effondrement de l'opération Roman, il avait méthodiquement détruit Deadless, non par la force brute, mais par une guerre d'information implacable, retournant allié contre allié. « Quelle est sa méthode ?» demanda-t-elle. Carl, chef de la sécurité, expliqua, Lynch ne confronte jamais directement. Il exploite les faiblesses, les transforme en pièges mortels. Roman a été tué par des détenus liés à ces révélations. Lewis Parker s'est suicidé. Non, Lynch a fait en sorte que cela ressemble à un suicide. Eleanor pensa à sa vulnérabilité la plus grande, son passé avec l'opération Shadowfall, où elle avait éliminé 3 agents allemands menaçant de la dénoncer. Ce passé pouvait la perdre. Alors qu'elle préparait l'évacuation, 3 véhicules noirs arrivèrent, sans identification, mais professionnels. Carl alerta Eleanor. Un message glaçant arriva, la justice se souvient. Lynch ne venait pas pour elle, il avait simplement réveillé son passé. Mais une nouvelle menace apparut, Howard Barnes, mentor de Lynch et directeur des opérations spéciales, accompagnait désormais la police allemande et suisse. L'opération privée était devenue officielle. À distance, Gabriel observait la chute d'Eleanor. La vengeance était accomplie, les morts vengés, l'organisation démantelée. Mais le vide restait. La vie, la confiance, le mariage, tout était perdu. Gabriel effaça les traces, prêt à reprendre son rôle professionnel. Pourtant, il comprenait désormais que son plus grand mensonge était de croire qu'il était insensible au prix de ses choix. Chapitre 9, Résolution. 6 mois après l'arrestation d'Eleanor, Gabriel, sur la terrasse de Marina Bay Sands à Singapour, voyait son travail s'étendre en Asie du Sud-Est, reconstruire les réseaux détruits par Deadless. Howard Barnes le rejoignit. Le procès Deadless débutait bientôt, Eleanor avait négocié une immunité partielle. Sa condamnation serait légère, conditionnée par sa coopération. Barnes mentionna que le service psychologique recommandait à Gabriel de revenir à des fonctions plus administratives, craignant que son passé récent rende le terrain difficile. Gabriel,
avec un léger sourire mêlant défi et amusement, répondit « Qu'en pensez-vous, Howard ?» Barnes admit « Vous êtes l'agent le plus efficace que j'ai connu, mais ce que vous avez vécu vous a changé, au-delà de ce que nos experts peuvent mesurer. » Gabriel réfléchit, conscient que son combat ne faisait que commencer. « Et ces changements te concernent, ils devraient te concerner, » répondit Barnes. La frontière entre justice et vengeance n'est pas qu'une question de philosophie éthique, Gabriel. C'est la différence entre un agent qui remplit un rôle et un autre qui devient un fardeau. La question implicite resta suspendue entre eux, Gabriel avait-il franchi cette limite pendant sa campagne personnelle contre Deadless? Les opérations étaient autorisées, objecta Gabriel. Les résultats sont documentés, les objectifs atteints. Les opérations, oui, reconnut Barnes, mais nous savons tous les deux qu'il y avait des actions parallèles. Des efforts qui ont créé des circonstances bien commodes, la mort de Roman Caldwell en garde à vue, le suicide apparent de Lewis Parker. L'accident de bateau de Victor Zuboff. Les yeux de Gabriel se perdirent dans l'horizon de Singapour, et il murmura, « Ce sont des coïncidences qui arrivent dans notre métier. » Trop de coïncidences finissent par devenir des schémas, rétorqua Barnes. Les schémas deviennent des preuves. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Le silence était comblé seulement par les bruits ambiants de la plateforme d'observation. « Pourquoi es-tu vraiment là, Howard ?» demanda enfin Gabriel. Barnes sortit une tablette sécurisée et l'activa avec son empreinte digitale. « À cause de ça. » L'écran afficha des renseignements classifiés, une nouvelle organisation émergeant des cendres de Deadless. Dirigée par des individus liés à Eleanor Vance, mais inconnus des autorités jusqu'alors. Des opérations en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est et dans la péninsule arabique suggéraient que quelqu'un reconstruisait le réseau. Peut-être avec une aide interne. Il s'appelle Icarus, expliqua Barnes. Apparemment, ils n'ont rien appris de la mythologie de leurs prédécesseurs. Gabriel étudia les informations, son esprit analytique repérant immédiatement schéma, connexion et vulnérabilité. Tu me proposes cette opération. Je ne te la propose pas, corrigea Barnes, je t'avertis. L'agence pense que tu devrais être retiré complètement des opérations de terrain. Mais tu n'es pas d'accord, supposa Gabriel. Je crois que tu es le seul qualifié pour démanteler Icarus avant qu'il ne devienne une menace. Je crois aussi que cela pourrait redevenir personnel, vu le lien avec Deadless. L'allusion était claire, Barnes offrait à Gabriel une chance de prouver qu'il pouvait séparer le devoir professionnel de la vendetta personnelle. « Et si je refuse ?» demanda Gabriel. « Je respecterai la recommandation du département psychologique, fonctions administratives à Washington. Formation de la nouvelle génération d'agents. » Gabriel pesa ses options, retourner au siège pour un travail de bureau et des exercices de formation. Laissant Icarus à quelqu'un d'autre, ou retourner sur le terrain, affronter la résurrection d'une organisation qui avait failli détruire sa vie. « Qui est la cible principale ?» demanda-t-il. Barnes afficha la photo d'un homme dans la cinquantaine, d'apparence distinguée, aux tempes argentées et au regard calculateur, Malcolm Reed. Ancien agent du MI6, renvoyé dans des circonstances suspectes, spécialiste des opérations sous couverture profonde avant de passer à l'intelligence privée. Il était le mentor d'Eleanor Vance avant qu'elle ne rejoigne Deadless. Gabriel grava ce visage dans sa mémoire. Les paramètres opérationnels étaient clairs, collecte standard de renseignements, identification initiale de la structure du réseau, du personnel clé, des vulnérabilités. Aucun engagement direct sans autorisation, souligna Barnes en insistant sur ce dernier point. Tout doit être fait dans les règles, Gabriel. Tout doit être documenté. Le message était limpide, pas de vendetta hors dossier cette fois. Quand est-ce que je commence ? demanda Gabriel. Tu ne commences pas, répondit Barnes, ce qui le surprit. Pas immédiatement. D'abord, tu prends 30 jours de congé obligatoire, pour te vider la tête. Digérer ce qui s'est passé avec Audrey, avec l'agence, avec toi-même. Ensuite, si l'évaluation psychologique est concluante, la planification opérationnelle débutera. Gabriel voulut protester, mais il reconnut que cette évaluation n'était pas seulement une exigence professionnelle, mais une nécessité personnelle. L'année écoulée l'avait mené dans des endroits où il n'avait jamais voulu aller, le poussant au-delà de limites qu'il croyait immuables.
30 jours. Il accepta. Barnes acquiesça, satisfait. Un dossier t'attend dans ta chambre d'hôtel, avec des instructions détaillées, l'emplacement, la couverture, l'identité, les protocoles de contact. Alors que Barnes se tournait pour partir, Gabriel posa la question qui le hantait depuis la chute de Deadless. « Est-ce que tu savais pour mes efforts parallèles ?» Barnes s'arrêta, pesant sa réponse. « Disons simplement que j'ai veillé à ce que certaines enquêtes restent concentrées sur leurs objectifs principaux. » Autrement dit, Barnes avait délibérément fermé les yeux sur les preuves des activités extra-officielles de Gabriel contre la direction de Deadless. « Pourquoi ?» insista Gabriel. Barnes le regarda droit dans les yeux. « Parce qu'il y a 15 ans, j'ai perdu 3 agents dans une opération qui a mal tourné. Leur responsable a suivi le protocole à la lettre, respecté toutes les règles, et ils sont morts quand même. Parce que parfois, le protocole ne prévoit pas la malveillance humaine. » Cette révélation frappa Gabriel comme un poids physique. Barnes avait perdu des agents, tout comme lui. Il comprenait ce fardeau particulier d'un responsable dont les agents sont morts sous sa protection. L'agence a besoin d'agents qui respectent les règles, poursuivit Barnes, mais parfois elle a besoin de responsables qui savent quand les règles ne suffisent pas. Le secret, c'est de savoir faire la différence. Sur ces mots, il s'éloigna, laissant Gabriel seul face au panorama de Singapour et au poids des décisions prises et à venir. 3 jours plus tard, Gabriel arriva dans une propriété isolée dans le nord du Maine, une cabane au bord d'un lac, assez isolée pour la solitude mais connectée pour la sécurité. Le forfait vacances organisé par Barnes comprenait tout ce dont il avait besoin pour 30 jours de décompression, provisions, communication sécurisée si nécessaire. Et un dossier complet sur Malcolm Reed et le réseau émerge d'Icarus. Lors de sa première soirée, Gabriel se tint sur le quai, regardant le coucher de soleil peindre le lac de couleurs flamboyantes. Dans sa main, une enveloppe scellée qu'il portait depuis Singapour, la lettre finale d'Audrey, transmise par les voies officielles après sa condamnation. Pendant des heures, il hésita à la lire. Que pouvait-elle dire qui aurait encore de l'importance? Quelle explication ou justification pourrait changer ce qui s'était passé? Mais quelque chose le poussa à l'ouvrir. Lorsque l'obscurité s'étendit sur l'eau, il lut une seule page, quelques lignes dans l'écriture distincte d'Audrey. « Gabriel, tu m'as demandé un jour si tout cela était réel. La réponse est oui. Plus que je ne voulais, moins que tu ne méritais. Je ne demanderai pas pardon, nous savons tous deux que certaines trahisons sont impardonnables. Je veux seulement que tu saches qu'à la fin, j'ai compris exactement qui tu es. Et malgré tout, j'espère qu'un jour, tu trouveras la paix avec cette connaissance. » Gabriel lut ces mots 2 fois avant de déchirer méthodiquement la lettre en petits morceaux, les regardant s'éparpiller sur l'eau noire, se dissolvant dans le lac comme la vie qu'il avait un jour crue sienne. Dans la cabane, il ouvrit le dossier d'Icarus et étala son contenu sur la table rustique, photos, rapports de renseignements, analyse de réseau. Les éléments familiers d'une opération en cours. Le visage de Malcolm Reed le fixait depuis plusieurs images de surveillance, inconscient qu'il était déjà ciblé par l'homme dont les agents étaient morts à cause de Deadless. Alors que Gabriel commençait à organiser l'information, classant menaces, identifiant vulnérabilité, il sentit revenir son focus analytique familier. Le responsable faisant ce que font les responsables, protéger les actifs, neutraliser les menaces, maintenir le réseau. Mais sous cette façade professionnelle, quelque chose d'autre s'éveillait, non pas la rage dévorante qu'il avait poussée contre Deadless, mais une résolution plus froide et concentrée. Malcolm Reed et Icarus étaient l'émanation de l'organisation qui lui avait tout pris. Ils représentaient non seulement une cible professionnelle, mais la continuité d'un règlement de compte personnel. Gabriel démantèlerait Icarus, suivant les protocoles, documentant chaque action. Il prouverait à Barnes, à l'agence, et à lui-même qu'il pouvait séparer le devoir professionnel de la vendetta personnelle. Mais en étudiant le visage de Reed, Gabriel reconnut la vérité qu'Audrey avait exprimée dans son dernier message. Il y avait en lui des parts qu'il n'avait jamais pleinement affrontées, des capacités de calcul, de patience, de cruauté qui dépassaient la formation professionnelle. La trahison n'avait pas créé ces qualités, elle les avait simplement révélées, brisant l'illusion selon laquelle son état émotionnel compartimenté était un outil professionnel.
plutôt que sa nature fondamentale. Gabriel Lynch ne pardonnerait jamais à ceux qui l'avaient trahi. Il n'oublierait jamais ceux qui avaient été blessés sous sa protection. Et il ne prétendrait plus jamais être autre chose que ce qu'il était, un homme au extérieur mesuré, cachant des profondeurs qu'il n'avait jamais totalement explorées lui-même. Alors que la nuit s'étendait sur la nature sauvage du Maine, Gabriel poursuivit son analyse méthodique du réseau Icarus, identifiant déjà points de pression, vulnérabilité, contingence. Quand les 30 jours prendraient fin, il retournerait sur le terrain avec un plan opérationnel clair. Toutes les procédures respectées, tous les protocoles observés. Mais ce qui ne figurerait dans aucun document officiel serait la promesse privée qu'il se fit en étudiant le visage de Malcolm Reed. Icarus, comme son homonyme mythologique, était déjà destiné à tomber. Non pas à cause des directives de l'agence ou de la loi internationale, mais parce que Gabriel Lynch l'avait marqué pour destruction. Certains responsables protègent des réseaux, certains éliminent des menaces. Gabriel Lynch faisait les deux avec une précision et une détermination que ses ennemis sous-estimaient toujours. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le règlement de compte du responsable n'était pas terminé, il venait simplement d'évoluer. C'est ici que notre histoire s'arrête. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et à bientôt. Mana Banana, that's me. So, bit of a spoiler, guys. I do have plans to make a Mana Banana emote. I leave you a scrumptious snack. Alright, Blue Crab. Well, thanks for stopping by. Appreciate you, man. It's the start of my stream week. We'll be back tomorrow. We'll be back Thursday. I'm ahead on the leaderboard. So yeah, what actually was it? I actually didn't see. I got distracted because I saw I was in first. So guys, one thing that I'm still working on. Yes, we have the streak command, and it does work at counting your guys' streaks. I have still not successfully automated rewards for streaks though. I've tried many times and failed many times, and it's one of those things that I can only test when I'm live. So I apologize for that. I do want to get people mana for hitting streak milestones, but we're just not there yet. Alright, let's check leaderboard. I just want to see. Cat in 5th. Oh, but it's a close 5th. She'll be in 4th in no time. Unless she just goes all in again. Who knows, man? Anything could happen. Shoot herself into like 2nd. Oh my gosh, Soda on a generational run right now. Guys, I need somebody to do exclamation point bang. Please. I've been waiting all stream for somebody to use this. It's relevant, I swear. I can't stop winning. There we go. Come on, man. It's so peak. Hi, chat. Hello. Nice. Somebody please do bang. Please. I got food. Wow. Wow. I can't stop winning. There we go. Whoa. I'm getting wiggled right now. I'm just a dude, bro. This is how I was born. Please, no judgment. Man, after he loses the bar fight. Mana after I get caught counting mana at the mana casino.
Counting cards. Guys, I might be lost. It's a non-zero chance and I'm completely friggin' lost. I can't stop winning. Can't stop winning. Anybody see a base around here? There it is. Yippee! Okay, can throw that in there. And then we can just do this. I got way more sand than I actually need, but whatever. Is there a command for aw man? Do exclamation point dang. D-A-N-G. Bang and dang.